Le principe du pollueur-payeur, c'est bien, mais comment on fait quand il a disparu sans laisser d'adresse? Enquête sur les sites contaminés. Vous rêvez d'une villa avec un jardin potager? Vérifiez avant d'acheter que vos salades ne pousseront pas sur un ancien dépotoir discrètement converti en terrain à bâtir. Bonsoir. Drôle d'héritage que laisse 100 ans d'activité industrielle en Suisse, environ 50 000 sites pollués disséminés dans tout le pays. Et on parle de ceux inventoriés, il y en a probablement beaucoup d'autres. La facture de l'assainissement de ces terrains est estimée à 5 milliards de francs, dont au moins 2 seront directement à la charge des contribuables, certains irresponsables ayant disparu de la circulation ou changé de raison sociale. Mais les pouvoirs publics ont aussi contaminé leur propre terrain. Le sol, c'est bien pratique, on creuse un trou, on y dépose tout ce qui dérange et on rebouche. Des fortunes colossales ont été bâties sur le mépris de l'environnement et les autorités ont laissé faire, pensant naïvement que le sol serait capable de digérer ce qu'on y a enfoui. Des scandales comme ceux des décharges de Bonfol ou de Coliquen montrent à quel point on a eu tort de laisser la chimie bâloise, entre autres exemples, gérer ses déjections sans contrôle. Aujourd'hui, la loi impose au canton de répertorier les terrains pollués dans un cadastre, une sorte de cadastre de la honte. Une enquête de Jean-Daniel Bonenblus et Régis Migy. Le domaine des Coudriers, c'est le nom de ce terrain proche du village de Morlon dans le canton de Fribourg. Vu sur le Molaison, du moins quand le temps le permet, proximité du lac de Gruyère, vaches dans le champ d'à côté, bref, la campagne pour ceux qui aiment se mettre au vert. Au bord de la route, toute proche, un grand panneau invite à se lancer dans l'achat d'une parcelle. Ici, à terme, une quarantaine de villas seront construites. Un projet qui ne date pas d'hier, les travaux auraient normalement dû commencer l'été 2002. Mais c'était sans compter avec la mémoire des lieux. Dès le premier coup de pelle mécanique, on s'est vite rendu compte qu'il y avait comme un problème, car en dessous de la mince couche de sol, on a trouvé une décharge. Le chantier s'arrête et finalement, un an d'interruption et une étude d'ingénieur plus tard, la commune de Bulle et l'État fribourgeois délivrent le permis de construire. Mais en dessous, la décharge est toujours là. Étonnés par cette histoire, nous avons tenu à en savoir plus. Pour cela, nous avons rencontré Jean Hall, ingénieur de ville et représentant de la commune de Bulle. Alors monsieur Hall, on est sur une décharge ici. Oui, absolument. Donc une décharge de la commune de Bulle qui a été exploitée dans les années 70. Une décharge de matériaux de terrassement et d'ordures ménagères comme il se produisait à l'époque. Vous pensez que les gens vont vouloir venir habiter ici? Écoutez, déjà, plus de la moitié du terrain n'est pas du tout sur la décharge. Et pour ce qui est de l'autre moitié, ce sont des décharges de matériaux, donc des déchets ménagers. Il n'y a pas de déchets industriels, d'industrie lourde. On était encore dans les années 70 un canton agricole, donc pas de matériaux dangereux. Et justement, l'étude a démontré que les matériaux mis en place ici n'étaient pas dangereux pour celui qui les côtoyait, on va dire. Nous aurions bien aussi voulu connaître l'avis du promoteur et propriétaire des lieux qui habitent juste à côté, savoir par exemple si c'est rentable de transformer une vieille décharge en terrain constructible. Mais il n'a pas souhaité nous recevoir. Nous avons alors demandé au bureau d'ingénieurs chargé des analyses du site de nous faire part de leurs résultats. Madame Darras, vous faites comment pour contrôler ce qui sort de la décharge? Donc il y a une chambre qui recueille les eaux de drainage sous le corps de la décharge et dont on voit le couvercle ici qui nous permet en fait de recueillir des échantillons pour analyse et pour contrôler en fait quel est le niveau de pollution de cette eau. On a trouvé toutes sortes de déchets. Effectivement, c'était une ancienne décharge qui était utilisée par la ville de Bulle, donc des déchets ménagers, des pneus, un petit peu d'hydrocarbures. Un petit peu de métaux lourds. Dans les eaux, en fait, on a trouvé essentiellement un petit peu de plomb et un petit peu d'ammonium. Conclusion de l'étude, le terrain est pollué mais jugé habitable. Reste un problème, la stabilité du sol qui a tendance à s'affaisser. La seule façon de garantir qu'il n'y a pas ces problèmes, c'est effectivement soit de fonder les maisons en dessous de la couche déchets, soit de remplacer cette couche de déchets par une couche saine de gravier, par exemple. C'est ce qui sera fait ici? C'est probablement ce qui sera fait ici, oui. Vous habiteriez ici? Oh, c'est vrai que de savoir qu'on habite sur une décharge, c'est jamais très agréable. Mais disons, si je sais que les déchets ont été évacués et puis que la couche a été remplacée par une couche saine, il n'y a pas de raison, disons, de s'inquiéter. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de garantir que ce qu'on va faire sera durable et ne posera pas de problème plus tard? Alors bon, c'est clair que c'est en fonction des connaissances actuelles et puis de la législation actuelle qu'on agit aujourd'hui. Maintenant, qui peut dire que dans 40 ans, ça sera toujours ces valeurs-là qui seront définitives et qui seront considérées comme pertinentes? Personne.
En d'autres termes, pour les autorités locales, le fait de cohabiter avec des détritus n'est pas un problème. Un détail qui intéressera les Bullois, ce sont eux qui paieront les frais de dépollution des parcelles puisque la décharge appartient à leur commune. Au moins, quand le cadastre des sites pollués sera achevé, les particuliers pourront se renseigner sur l'histoire d'un terrain ou les dessous d'une villa avant d'acheter. En effet, la révision de la LPE, la loi sur la protection de l'environnement, entrée en vigueur il y a 5 ans, oblige les cantons à faire ce triste inventaire. Ce cadastre fait la différence entre terrains pollués ou contaminés. Explication. C'est pour éviter des bombes à retardement contre l'environnement du type Bonfol ou Colicon que le 1er octobre 1998 est entrée en vigueur l'OSIT, l'ordonnance sur les sites contaminés. La loi veut corriger les erreurs du passé et garantir une protection efficace des sols et des eaux souterraines. Pour cela, chaque canton est dans l'obligation de recenser tout site suspect dans un cadastre qui deviendra un document à disposition du public. L'attention est principalement portée sur les décharges, les aires d'exploitation industrielle et les lieux d'accident. Si un site est jugé pollué, il est inscrit comme tel au cadastre et ne nécessite pas d'intervention. Mais le concept de pollution est large. Il va de la présence de déchets inertes comme des gravats dans le sol à celle de substances chimiques plus dangereuses. Mais si le sol est jugé contaminé, la situation est plus grave. Cela veut dire que la pollution constatée peut être nuisible à l'environnement et qu'il faut impérativement la retirer en assainissant le terrain. Les atteintes sont de toutes sortes, mais au palmarès des fauteurs de troubles, on trouve surtout les hydrocarbures d'usines à gaz ou d'anciennes citernes, les solvants chlorés utilisés par l'industrie et les métaux lourds. Aujourd'hui, l'Office fédéral de l'environnement estime que sur les 50 000 terrains pollués en Suisse, 3 à 4 000 nécessiteront un assainissement dans les meilleurs délais. Et pour qu'on ait une vision claire du problème, la loi indique que d'ici fin 2003, le cadastre devra être complètement achevé. Renseignements pris, seuls Genève et Zoug respectent à peu près les délais fixés par la loi. La Suisse a commencé plus tard que l'Allemagne, par exemple, à comptabiliser cet héritage du passé. Un travail d'enquête fastidieux dans un monde où silence, discrétion et secret sont légion. Pour commencer, il faut les trouver, ces terrains, déterminer ce qu'ils contiennent et le degré d'urgence du risque pour l'environnement. C'est bien connu, la gestion des risques pour l'environnement n'était pas une priorité durant le siècle dernier et cela jusque dans les années 80. Pour constituer un cadastre, il faut donc remonter l'histoire, renouer avec une mémoire vieille de 100 ans liée à l'industrie, secteur qui a presque entièrement disparu dans certaines régions. Michel Agassi, chef du service cantonal de géologie à Genève. Il faut aller dans les archives, on trouve les annuaires genevois, on trouve des anciens registres, on trouve des photos aériennes, on trouve des anciens plans d'ensemble, des vieilles cartes de la ville. Et le travail ne manque pas. Près de 700 activités qualifiées dangereuses pour l'environnement ont été répertoriées par l'Office fédéral de l'environnement. Cela va de l'entretien de bateaux à l'usine à gaz. Tout le travail est maintenant de vérifier ces données administratives par rapport à des données géoréférencées, par rapport à des lieux bien précis. À l'échelle d'un canton, rechercher tout cela relève du casse-tête. Beaucoup d'entreprises ont disparu, laissant place à des immeubles. Des questionnaires ont dû être envoyés pour affiner l'information et finalement, près de 1000 sites pollués ont été identifiés pour figurer dans le cadastre genevois. Ce cadastre, on pourrait dire, c'est comme une carte géologique nouvelle qu'on pourrait appeler le poubellien supérieur. Donc c'est une nouvelle couche qu'on rajoute et elle va évoluer dans le temps. Donc selon les informations que l'on a, on pourra rajouter des sites comme on pourra en enlever. D'une manière générale, comment réagissent les gens? Je pense qu'il y a une certaine inquiétude, c'est surtout sur la valeur du terrain. Je pense que ça, c'est un point un petit peu délicat. Mais d'autre part, je pense que ça sera une transparence au niveau des transactions immobilières. Connaître l'historique d'une parcelle est important. On estime à 10% en moyenne la perte de valeur d'un terrain inscrit au cadastre. Reste qu'à l'exception des sites répertoriés comme dangereux, la pollution restera une probabilité car tout n'est pas investigué à cause du coût de l'opération. C'est une démarche quand même où on prend une décision sans avoir l'information complète. Concrètement, ce qu'on cherche avant tout à protéger, ce sont les eaux souterraines. En Suisse, elles représentent 80% de notre approvisionnement. Pour contrôler la qualité des nappes phréatiques, des piézomètres sont installés sur tout le territoire. On est à quelle profondeur là? On est à 3,50 m de profondeur. Et ce que vous voyez là, cette eau, elle est chargée en limon, ça ne veut pas dire qu'elle est polluée. Et ça démontre, c'est la seule manière de pouvoir appréhender cet élément de bien protéger qui est invisible. D'où la difficulté aussi de le protéger.
Si une certaine confidentialité plane encore sur les futurs sites cadastrés, à Genève, les gros dossiers qui nécessiteront un assainissement sont connus. Il y a les jardins d'Aunay construits sur une décharge qui dégage du méthane, le site d'Artamis où une ancienne usine à gaz a laissé un sol chargé de cyanure, et les terrains de la Praille pollués par des métaux lourds où l'État compte construire des logements. Mais la liste ne s'arrête pas là. En attendant la publication du cadastre, la principale raison qui oblige à dépolluer les sols reste les chantiers de construction. La loi impose que la terre excavée soit débarrassée de ces déchets polluants. Exemple, l'usine Sodeco, anciennement spécialisée dans les compteurs électriques, qui a laissé une empreinte au solvant chloré dans le sol. C'est là que nous avons rencontré Eric Sauberly, professeur occasionnel à l'EPFL et ingénieur chez CSD, le bureau mandaté pour le cadastre genevois. Donc là, en fait, on a affaire à des matériaux qui sont dépollués, donc qui ont été excavés au printemps dernier, donc dans le cadre du chantier qu'on a à côté de nous. Et donc, c'est des matériaux qui présentaient initialement des concentrations relativement importantes en solvant chloré. Donc, on avait des concentrations de l'ordre de 50 à 100 mg par kilo. C'est très pollué, ça? C'est très pollué, donc la limite entre ce qui est considéré comme faiblement pollué et très pollué est fixée à environ à 1 mg par kilo pour ce qui est des solvants chlorés. Et puis donc là, après 3 mois de traitement on-site, donc on a des concentrations qui sont inférieures à 0,1 mg par kilo. Donc c'est des matériaux qui sont considérés comme totalement propres au sens de la législation en vigueur. Ces matériaux ont été mis en œuvre donc, sur cet andin, donc bâchés et confinés à la base, de manière, avec donc tout un réseau de conduites de ventilation et de soutirage, de manière à procéder à une volatilisation forcée de cette pollution au solvant chloré. Et ensuite, les effluents captés ont été traités avec des charbons actifs pour éviter tout risque par rapport au voisinage ou à l'environnement du site. À proximité d'un bien à protéger comme une nappe phréatique, ce terrain aurait été considéré comme contaminé et chantier ou pas, il aurait fallu l'assainir complètement. Le prix du traitement d'une tonne de terre polluée peut osciller entre 40 et plus de 1000 francs selon la nature des déchets qui exigent parfois des méthodes très complexes comme par exemple l'incinération dans des fours spéciaux. Dans ces conditions, les propriétaires de sites pollués ne se pressent pas pour communiquer l'état de leur sol, car ils sont responsables de la dépollution de celui-ci. Et quand le propriétaire a disparu dans la nature, réellement ou par une astuce juridique, devinez qui paie? La collectivité. Et elle paye aussi quand le pollueur est l'État lui-même. Exemple de ce qui attend les contribuables dans les années qui viennent. Sur la longue liste des sites qu'il faudra assainir, la décharge de Biolay-Orjula figure en bonne place car elle est particulièrement inquiétante. À l'occasion d'un inventaire des décharges communales demandé par l'État de Vaud, le service des eaux a fait ici une découverte dont il se serait bien passé. André Kissling, ingénieur au service des eaux. J'ai trouvé qu'à la faveur des discussions avec les habitants du village, en regardant un peu les archives communales, cantonales, on s'est rendu compte qu'il y avait eu ce dépôt de fûts, de goudron, d'anciens goudrons de brais d'usine à gaz qui a été fait entre les années 45 à 55-60. Ces fûts, qui sont au nombre de 300, contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des substances hautement cancérogènes. Il s'agit en fait de résidus issus de la distillation de la houille qui servait anciennement à produire le gaz de ville. Ces fûts, ils sont sous nos pieds, là, ils sont environ 20 mètres de profondeur. Vous voyez ce tube ici, par exemple, on est pratiquement au sommet du mât d'un bateau là, qui serait là au-dessous, et les fûts sont vraiment à cette profondeur là en dessous. Le site de Biolay-Orjula est une ancienne gravière transformée en décharge. Et le problème, c'est que les fûts ont été placés directement dans la nappe phréatique avant d'être recouverts par une montagne de détritus. Aujourd'hui, les hydrocarbures toxiques s'en échappent et menacent une source toute proche. Bien à protéger, effectivement, c'est les sources de la Molamba qui s'appelle. C'est un captage qui est à environ 1 km d'ici et qui dessert plusieurs villages de la région des Chalands. Et environ 12 000 personnes, effectivement. Mais c'est clair qu'ils ne sont pas encore touchés par cette pollution et on va faire cet assainissement avant qu'ils puissent être touchés par cette pollution. Que ce soit par méconnaissance ou volonté délibérée d'ignorer le problème, la pollution ressurgit. Et malgré cela, les comportements tardent à changer. On avait un comportement un peu léger, je veux dire, il n'y avait pas toutes les ordonnances qu'on a maintenant. D'accord? Et on se débarrassait, on enfouissait, hein. Mais on enfouit encore maintenant. Il faudra donc extraire les fûts pour les incinérer dans des fours spéciaux, mais avant cela, il faudra vider la décharge. On va descendre le maximum jusqu'à environ 10 à 12 mètres, et là on va devoir mettre des parois pour
cerner ces fûts, faire un sarcophage, vider l'eau qui se trouve autour de ces fûts pour pouvoir accéder aux fûts hors eau. D'accord ? Donc ça va se faire, ça va nous obliger à brasser environ 200 000 m3 sur 20 mètres d'épaisseur, donc on en a environ pour 2 ans de travail, quoi. Le coût de l'assainissement de Biolay-Orjula est estimé à 10 millions. Selon l'Office fédéral de l'environnement et du paysage, 80% des sites pourraient être assainis à moins d'1 million de francs. Évidemment, il aurait été, et il est toujours moins cher, de traiter les déchets immédiatement après leur production. Aujourd'hui, en plus, on a une technologie de récupération et de recyclage toujours plus perfectionnée. Mais malgré cela, il arrive encore que l'on incinère n'importe quoi à ciel ouvert dans des déchetteries. Résultat, des pollutions au chlore, à la dioxine et aux métaux lourds lessivés dans le sol par les pluies. Ce qui est certain, c'est que le temps joue contre nous. Plus on attend avant d'intervenir sur un site pollué, plus le risque de dissémination grave de la pollution augmente. Et pourtant... La chimie s'est implantée à Montet il y a plus de 100 ans, en 1897. C'est notamment ici que l'entreprise bâloise Ciba-Geigy a installé une importante unité de production jusqu'en 96, date à laquelle elle est devenue Novartis avec Sandoz. Aujourd'hui, 3 sociétés de production se partagent le site. Ciba, spécialité chimique, qui produit des asurants optiques, Syngenta, spécialisée dans les pesticides, et Huntsman, active dans les matières plastiques. Mais 100 ans d'industrie chimique, ça laisse des traces. Et les étudier, c'est le credo de Martin Forter. Il est auteur d'un doctorat sur l'atteinte à l'environnement causée par l'industrie chimique. J'ai trouvé en minimum 14 sites contaminés, dont en minimum 8 sites, ce sont des décharges de déchets chimiques. Ce sont des déchets cancérogènes, quelquefois. Ce sont des substances fortement toxiques. Comme quoi, par exemple? Par exemple, de chlorbenzène, de toluol, des choses comme ça. Il y a eu une production de chlore. Elle était faite avec de mercure et cette production a perdu de mercure. Cette mercure est allée dans cette petite lac derrière nous et aussi dans la Rhône et aussi dans le lac Le Mans. C'est qu'en général, une pollution ne reste pas stationnaire et en Valais, la nappe phréatique est très proche du sol. Il y a une vague de pollution qui vient de la vieille fabrique qu'on voit ici. Ça contamine la nappe et bouge lentement vers le Rhône et contamine le puits de Hollande qu'on voit ici en haut. Martine nous a ensuite fourni des documents comme ce rapport du bureau CSD daté de 1989 qui constatait une dispersion préoccupante de la pollution en aval de l'usine, en particulier sur la rive droite du Rhône. De son côté, le laboratoire cantonal vaudois avait 1 an plus tard décelé du trichloréthylène et du chlorobenzène dans la nappe phréatique où la commune de Long pompe une partie de son eau potable. Les quantités décelées étaient acceptables aux yeux de la loi, mais elles traduisaient la probabilité d'une pollution en provenance du site de Montet. Finalement, en 2000, soit 10 ans plus tard, Greenpeace a mené une action pour dénoncer la présence des décharges chimiques qui n'ont toujours pas été assainies. Pour savoir comment le problème est perçu par les industriels de Montet, nous avons rencontré Christian Fessard, représentant de Simo, une société qui appartient à Ciba et Syngenta et qui est notamment chargée de piloter l'assainissement du site. Nos contrôles nous montrent qu'effectivement, sous l'usine, la nappe phréatique est polluée. Et les réseaux de piézomètres qui sont en place permettent aussi de contrôler, et les prélèvements aussi au niveau des puits d'eau potable permettent de contrôler que la nappe alimentant l'eau potable ne l'est pas. Comment on explique ça? Il n'y a pas un risque de contamination? C'est un risque à long terme, je vous l'ai dit, qu'on surveille. On espère bien que non, et on le surveille. Okay. Donc pour vous, il n'y a toujours pas d'urgence? Quand on parle d'urgence, on parle de mesures à prendre dans l'année qui suit. Donc il n'y a pas d'urgence, on a facilement plusieurs années devant nous pour prendre des bonnes mesures. Exemple d'un endroit où il faudra prendre les bonnes mesures, ce talus en bordure de l'usine. On est sur un remblai de chemin de fer. C'est une décharge de déchets chimiques de Ciba-Montet. Cette décharge contient 70 000 mètres cubes de déchets chimiques. C'est à peu près la même quantité qu'un Bonfol. On n'a pas la trace exactement de ce qui a été déposé dans cette décharge. On sait qu'elle a été exploitée pendant une 30aine d'années. On sait aussi que vraisemblablement cet emplacement n'a pas été choisi à la légère. Il était vraisemblablement argileux, donc étanche. En tout cas, c'est ce que les prélèvements des piézomètres nous montrent. Par contre, on n'a pas l'inventaire, et c'est en somme la lacune, on n'a pas l'inventaire de ce qui se trouve là-dedans. Les entreprises de Montet poursuivront donc leurs analyses et rien ne permet de savoir quand elles entreront en action.
Toutefois, elles se sont engagées à payer intégralement la facture de l'assainissement. Dans la plaine du Rhône, Alusuisse et Lonza ont déjà effectué le travail, pas les industriels de Montaix. Mais désormais, le public est au courant et en cas de fuite de ces substances obscures, les responsables ne pourront pas se défiler. D'autant que, vous l'avez entendu, ils prétendent ne pas connaître la nature exacte de ce que renferme le sous-sol, une incertitude qui devrait les pousser à la curiosité. On peut déplorer que dans des cas comme celui-ci, les autorités ne contraignent pas ces entreprises à nettoyer leurs résidus et à le faire vite. Ce sont d'ailleurs les cantons qui supervisent les études sur les terrains pollués conduites par des bureaux privés. Comment et dans quelles conditions se déroulent les investigations? C'est la suite de cette enquête. Catherine Martinson a travaillé pendant plusieurs années comme géologue dans un des principaux bureaux d'ingénieurs chargés d'évaluer la pollution des sites. Un monde qu'elle a aujourd'hui quitté pour entrer au VVF. Nous lui avons demandé de nous faire part de son expérience passée. Il y avait certains cas où on avait la possibilité de travailler relativement à fond, simplement que les résultats scientifiques ne primaient pas toujours sur les décisions qui étaient prises au final, ce qui était des fois un peu frustrant. Et parfois, on voyait aussi les limites financières qui nous contraignaient peut-être à ne pas travailler autant à fond que l'on aurait voulu le faire. Est-ce que vous voulez dire par là, finalement, que les investigations ne sont pas toujours faites aussi bien qu'elles le devraient? Il y a des contraintes financières qui entrent en jeu et qui fait qu'on on subit souvent des pressions pour limiter les investigations. Quelles sont les principales limites du système? Les bureaux étant en concurrence, ils sont mis sous pression au niveau des prix. Lorsqu'ils font des offres, ils auront tendance à faire une offre qui satisfasse le mandataire. Donc, ils vont peut-être pas proposer des investigations qui permettent d'avoir une image vraiment claire de la situation. Ensuite, c'est la complexité des problèmes en soi. Donc, je dirais que c'est une limite scientifique. On n'arrive pas toujours à avoir une image exacte de la réalité d'un site contaminé. Pour quelle raison? Bon, déjà parce qu'un site contaminé peut être une entité très complexe avec une multitude de polluants différents dont on connaît en général pas vraiment la teneur avant d'avoir fait des premières investigations. Ensuite, ces sites se trouvent souvent dans une matrice géologique qui peut être très compliquée. Et ça veut dire que l'on ne maîtrise pas vraiment les cheminements des polluants vers les biens à protéger tels que l'eau souterraine. En d'autres termes, on ne peut jamais être sûr d'avoir totalement assaini un site à cause de la géologie et de ses méandres. Mais surtout, pour être vraiment efficace et objectif, ce travail d'investigation des sites pollués devrait être mené au niveau national par un organisme indépendant. On peut effectivement s'interroger sur le système actuel qui veut que les enquêteurs sont directement rémunérés par les pollueurs. Et quand on pense pollueur, on voit tout de suite l'industrie ou les décharges. Mais dans les champions, on ne le sait pas toujours, se trouve aussi l'armée. L'armée est un des principaux pollueurs du sol suisse. Des 9000 sites répertoriés par l'institution militaire, un millier pourrait faire l'objet d'un assainissement. Sont principalement concernés les sites industriels de l'armée, les arsenaux, les dépôts de carburant, les places d'armes, mais aussi, proches des agglomérations, les stands de tir. Guy Defaille a été pendant 5 ans le responsable des sites contaminés de l'armée. Alors, monsieur Defaille, c'est quoi le problème ici? Alors ici, on est sur un pare-balles. C'est ici que les balles sont arrêtées. Et si on cherche un peu, on doit trouver de ces balles qui n'ont pas pénétré dans le terrain. Bon, j'en ai quelques-unes ici. On peut vous montrer, par exemple. Il s'agit d'une balle qui, lors de l'impact, elle a éclaté. Et puis, à l'intérieur de la balle, il y a le plomb et un petit peu d'antimoine, à peu près 3%. Et c'est ces produits qui représentent un certain danger pour l'environnement. Dans la butte, on peut trouver jusqu'à 1 kg de plomb pour 1 kg de terre. Et si le plomb est assez stable, l'antimoine, qui est aussi toxique, a tendance à se déplacer dans le sol, d'où la nécessité d'assainir suivant les cas. Il y a 2 types d'assainissement possibles. Il y a lorsqu'on arrête une installation de tir ou un stand de tir, lorsqu'on le ferme, on doit démonter la butte si elle représente un danger pour l'environnement et entreposer dans des décharges de déchets spéciaux ce qu'il y a. Il y a l'autre possibilité, c'est lorsqu'on assainit un stand de tir pour éviter que la pollution aille plus loin. Au lieu de tirer directement dans la terre, on peut installer des caissons spéciaux qui récupèrent la munition. Et à la fin de la saison, vous pouvez retirer ces caisses, séparer facilement et vous n'avez plus une pollution environnementale. On ne sait pas encore combien coûtera le traitement des sites militaires, mais dans certains endroits, comme les places de tir qui sont dans les Alpes, ce sera cher et compliqué. Mais pour ce qui est des stands de tir... Alors les stands de tir sont des propriétés privées qui appartiennent aux villes ou aux sociétés de tir. Et lorsqu'on doit assainir ces stands ou ces installations, c'est du ressort cantonal et communal. L'armée n'a rien à voir dans l'assainissement des stands de tir.
La seule compensation de l'armée en direction des communes est une subvention censée couvrir les frais liés aux tirs obligatoires. Cet exemple soulève un problème plus général que le cadastre ne manquera pas de révéler, celui des responsabilités. C'est du moins ce que nous a expliqué Luc Jansson, juriste à l'État du Valais. Dans les cas que je rencontre concrètement, c'est surtout la difficulté de dire tel responsable à X% et tel autre responsable à Y%. Et ça, c'est des questions qui sont assez délicates. Donc l'aspect financier, l'argent est au centre du problème. Bien sûr, et quand on sait que l'assainissement d'un site pollué, qui doit être peut-être des fois décontaminé, coûte des millions de francs, la question devient très aiguë pour non seulement des entreprises, mais des particuliers. Alors que se passe-t-il pour une personne qui apprend a posteriori que son terrain est contaminé ou pollué? Alors cette personne qui a acquis ce terrain pollué n'échappera pas à une injonction de l'autorité d'assainir son terrain. Et si cette personne n'est pas la seule à être responsable de la contamination de ce terrain, c'est-à-dire s'il y a un pollueur par comportement, l'État répartira les coûts et il restera également la possibilité pour l'acheteur de ce terrain pollué de se retourner contre le vendeur pour réclamer des dommages-intérêts. Il ne faut pas se faire d'illusions, le cadastre des sites pollués ne sera pas achevé à la fin de cette année, on parle même déjà de 2005. Nous avons rencontré Philippe Roch, il est chef de l'Office fédéral de l'environnement, un office dont le budget vient d'être amputé de presque 15%. Alors, Monsieur Roch, ce qu'on voit derrière vous, c'est ce que vous souhaiteriez éviter. La décharge de Köliken en pleine activité, on doit nettoyer tout ça maintenant, mais il ne faut surtout pas recommencer et maintenant appliquer les lois correctement et pas mettre dans le sol des choses qui n'ont rien à y faire. Alors vous parlez d'appliquer la loi, on se rend compte que dans la plupart des cantons, le cadastre ne sera pas prêt à la fin de cette année comme c'était prévu. On traîne des pieds, non? J'espère qu'il n'y a pas une retenue de caractère plus politique, parce que ce ne serait pas dans l'intérêt de personne finalement. Et notre travail, ça va être d'aider encore les cantons à terminer leur cadastre. J'ai l'intention personnellement, dès le début de l'année prochaine, de reprendre contact avec chaque canton qui n'aura pas terminé son cadastre, pour les inviter au moins à publier ce qu'ils ont déjà. Parce qu'il faut que le public et tous les intéressés aient accès à ce que nous savons sur ces anciennes décharges. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les bonnes attitudes par rapport à l'environnement commencent à s'installer, se généralisent dans notre pays? Il y a quand même des choses qu'on ne fait plus du tout, et heureusement, des trucs comme ça, c'est inimaginable que même il y a 40 ans on n'ait pu le faire. Aujourd'hui, ça serait vraiment impossible. Pour revenir à l'aspect financier, vous parliez d'environ 2 milliards pour la collectivité. Comment est-ce que vous allez réunir cet argent? Alors, l'argent nécessaire pour cela, il est fourni par les cantons, et nous avons une possibilité de subventionner les cantons lorsqu'il s'agit effectivement d'engagement public. Du point de vue financier, ce n'est pas tellement notre souci au point de vue de la Confédération. Vous avez fait état des économies, ce qui est plus grave, c'est si les économies qui sont demandées au niveau fédéral et au niveau cantonal dans le domaine de l'environnement devaient réduire le personnel disponible, parce que c'est des compétences dont on a besoin, et elles sont déjà minimales, autant chez nous que dans les cantons. Ça, c'est un risque que vous redoutez? C'est un risque parce que la pression que nous avons connue cet automne ici, à Berne, se répète dans les cantons, et je trouve que la politique devrait faire très très attention à ce qu'elle fait et ne pas priver l'administration publique des compétences dont elle a besoin pour le bien de la société, de l'économie également, en protégeant l'environnement. L'avenir n'est pas très joyeux. Selon les dernières projections, à ce rythme, et si on en a encore les moyens financiers, il faudra 50 ans pour assainir la Suisse. Et c'est sans compter les déchets nucléaires qu'on ne pourra probablement pas exporter indéfiniment ou les polluants pas encore identifiés. Et puis il ne faut pas oublier que ces déchets, on ne peut jamais les anéantir. Il reste toujours des scories, des résidus de résidus, et pendant ce temps, la montagne grandit. C'est la fin de cette enquête. Merci de votre attention. Très bonne semaine à tous. À mardi. Pour la première fois dans l'histoire d'ABE, on va mettre les doigts dans la confiture industrielle. Le laboratoire a cherché pour nous des additifs, mais aussi d'éventuelles traces de pesticides. Côté goût, quelques experts se sont réunis pour une dégustation exploratoire. Vous saurez mardi prochain si la confiture artisanale est réellement meilleure ou s'il s'agit d'une idée reçue.